Les villes construites par les humains et pour les humains ne sont pas seulement habitées par nous, mais aussi par toute une multitude d'animaux. Certaines d'entre elles sont plus ou moins sympathiques que d'autres. Ces animaux portent souvent le stigmate de nuisibles en raison de leur comportement perçu comme indésirable, causant des dégâts ou posant des problèmes sanitaires. Certains nous causent des soucis, d'autres nous inspirent la crainte et certains parviennent même à nous piquer, transmettant parfois des maladies redoutées. À Paris ou à Marseille, on dit que les rats sont plus nombreux que les habitants, tandis que les punaises de lit font le cauchemar des globetrotters et les moustiques qui nous empêchent de dormir. Une vaste variété d'espèces non domestiques s'est adaptée à nos espaces urbains, que ce soit parce qu'elles y trouvent des avantages tels que la nourriture, un abri ou une protection contre les prédateurs, ou parce que nous avons occupé, encerclé ou détruit leur habitat naturel. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans leurs habitudes, explorer les problèmes qu'ils génèrent et discuter de la manière dont nous pouvons apprendre à coexister harmonieusement avec ces voisins inattendus de nos villes. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Alors, quels sont les principaux nuisibles en ville? Eh bien, voici notre top 4. Au sommet de notre liste, nous avons les souris et les rats. Ces petits rongeurs qui ont acquis tristement une réputation peu enviable au sein de nos villes. À Paris et Marseille, on estime qu'il serait environ 1,5 à 1,75 par habitant, plaçant ces villes parmi les 10 les plus touchées au monde. Ils souillent nos provisions alimentaires, causent des dommages matériels en grignotant les isolants et en provoquant des courts-circuits. Ils portent en eux le fardeau de la transmission de maladies par leurs urines et leurs excréments, tout en suscitant la peur de leurs morsures. Ces rongeurs, qui se reproduisent à une vitesse impressionnante, sont également associés à des zoonoses, ces maladies qui se transmettent des animaux à l'homme. La plus célèbre de ces maladies est la peste, bien que son passage chez les puces du rat soit nécessaire. Normalement, créatures nocturnes, ces rongeurs n'hésitent pas à sortir de leurs repères souterrains lorsque leur nombre est élevé. Ils deviennent alors visibles en plein jour, dans nos rues, parcs, jardins et partout où ils peuvent trouver de quoi se nourrir et s'abreuver, qu'il s'agisse des caniveaux, des poubelles, des aires de pique-nique, des marchés ou même de nos habitations. La cohabitation entre les rats et les humains remonte à la nuit des temps. Dès que les premières cités ont vu le jour, les rats se sont adaptés à cet environnement urbain en constante évolution. Pour prospérer, un rat a besoin de 3 ressources essentielles. De la nourriture, de l'eau, environ 10% de son poids corporel chaque jour, un endroit où établir son terrier, et s'il trouve ces 3 éléments à moins de 30 mètres de lui, il peut se développer très rapidement. À la deuxième position de notre liste, nous avons un invité indésirable qui vous donnera des frissons, les punaises de lit. J'ai plus peur des punaises de lit que du coronavirus, a déclaré une assistante de service social à l'association Nouvelle Aube à Marseille qui vient en aide aux jeunes mal logés. C'est un sentiment que de nombreuses personnes partagent. En effet, depuis 2017, on estime que 11% des foyers français ont été infestés par ces petits parasites. Bien que les punaises de lit aient fait la une de l'actualité récemment en raison de leur présence dans les lieux publics tels que les cinémas, les métros et les trains, elles sont loin d'être de nouvelles venues. Elles cohabitent avec l'homme depuis des milliers d'années, remontant même à l'Égypte antique où leurs hôtes originaux étaient les chauves-souris. Lorsque nos ancêtres se sont installés à l'entrée de grottes, ces punaises ont trouvé un nouveau terrain de jeu sur les humains. Les punaises de lit étaient autrefois presque éradiquées dans les années 1950 et 1960 grâce à l'amélioration des conditions de vie et à l'utilisation du DDT, un pesticide puissant. Cependant, depuis les années 1990, elles ont fait un retour en force dans certains pays. À partir de 2005 à 2008, ça a commencé à revenir en France, mais le problème a connu un essor particulier depuis 2015. Ces nuisibles choisissent des lieux de repos, de ponte et de copulation qui sont généralement difficiles d'accès, tels que les cordons de matelas, la structure des lits, les fentes de bois, les cadres de tableaux et les tringles à rideaux. Au cours du premier mois, on ne remarque généralement pas leur présence. Mais après cette période, leur population explose et on ne peut plus les ignorer. Quand vous vous en apercevez, l'invasion est déjà
bien avancée. Oh mince! La souffrance causée par ces parasites est souvent mal reconnue par la société et les victimes peuvent se sentir jugées à tort. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la propreté n'a rien à voir avec leur apparition. Leurs piqûres peuvent provoquer des réactions allergiques et des problèmes psychologiques. Leur principal impact réside dans le stress et l'anxiété qu'elles engendrent et des troubles du sommeil, parce qu'elles nous attaquent dans l'intimité de notre propre lit. Cependant, comme les punaises de lit ne transmettent pas de maladie, elles ne sont pas considérées comme un problème de santé publique majeur. Vous pouvez généralement les attraper lors de vos voyages ou en achetant des objets d'occasion, et il est difficile de s'en débarrasser car elles peuvent survivre plusieurs mois sans manger. S'enfuir n'est donc pas la bonne solution. Dans la plupart des cas, il faut compter environ 2 mois pour s'en débarrasser. Nos amis à plumes, les pigeons, prennent la 3e place de notre liste. À l'origine, ces oiseaux logeaient dans les crevasses des falaises, mais de nos jours, ils ont fait des trous dans les bâtiments, leur nouveau chez eux. Le sociologue américain Colin Gerolmack, dans un article intitulé « Comment les pigeons sont devenus des rats », révèle comment l'image de cet animal a considérablement évolué au cours du XXe siècle aux États-Unis et en Angleterre. Autrefois, ils étaient perçus comme des oiseaux innocents au XIXe siècle, et les pigeons ont fini par être qualifiés de rats avec des ailes dans les années 1960, en mettant en avant leur réputation de saleté. Mais pourquoi ces oiseaux nous dérangent-ils autant? D'abord, le bruit. Ils roucoulent abondamment pendant leur période de reproduction, accompagnant ce chant de lourds battements d'ailes. Cette cacophonie peut perturber notre sommeil et notre concentration au travail. Ensuite, leurs fientes souillent les voitures et les bancs et les statues, ce qui peut représenter un fardeau financier considérable pour les finances publiques. Les fientes de pigeons, jusqu'à 12 kg par an par pigeon, sont corrosives pour le métal et les pierres des bâtiments, notamment les monuments historiques. Ils provoquent également des dégâts sur les bâtiments. Par exemple, les fientes, les cadavres, les nids et même les plumes peuvent obstruer les conduits d'eau et les gouttières. Les pigeons peuvent également être porteurs de diverses maladies, bactéries ou virus, comme la trichomonose, les salmonelles, la toxoplasmose, etc., etc. Les moustiques sont des créatures étonnantes qui ont réussi à s'adapter de manière extraordinaire à nos environnements urbains. Ils sont devenus des experts pour pondre leurs œufs à la moindre trace d'eau stagnante. Que ce soit dans une flaque d'eau de pluie, une vieille poubelle ou même dans les conduits d'égout. Le problème majeur lié aux moustiques en milieu urbain, outre qu'ils nous embêtent pour s'endormir la nuit, est la transmission de maladies. Ces petits insectes sont les vecteurs de maladies redoutables telles que le paludisme, la dengue, le Zika et le chikungunya. Le risque majeur avec le dérèglement climatique est que ces maladies pourraient connaître une nouvelle répartition géographique encore plus large. Les zones autrefois épargnées pourraient être exposées à des épidémies de ces maladies, ce qui en ferait un problème de santé publique majeur. Nous aurions pu énumérer de nombreux autres animaux urbains problématiques, tels que les termites qui s'attaquent aux structures de nos maisons, ou les blattes qui prolifèrent dans nos espaces domestiques. Maintenant que nous avons passé en revue nos 4 principaux nuisibles en ville, creusons un peu plus profondément dans ce que cela signifie d'être qualifié de nuisible en milieu urbain. Les nuisibles vivent à traduire dans le droit la volonté humaine de se protéger contre les dommages réels ou supposés d'une faune sauvage jugée malfaisante, dont l'objectif est la destruction des animaux désignés comme nuisibles. Les nuisibles voyagent et se transmettent beaucoup de façon passive via le transport des êtres humains qui les portent avec eux de manière non intentionnelle. C'est notamment le cas des punaises de lit. C'est l'homme qui va les transporter, sans faire exprès, l'insecte vers un nouveau lieu de vie, situé à quelques kilomètres ou milliers de kilomètres, lors d'un voyage, d'un déménagement, de l'introduction dans son domicile de vieux meubles, de livres ou d'objets d'occasion. Mais pourquoi ces nuisibles sont-ils de plus en plus présents en ville? Plusieurs facteurs peuvent contribuer à leur expansion. Le premier facteur est l'urbanisation. Le développement rapide des villes a entraîné la destruction de l'habitat naturel de certaines espèces, les poussant à s'installer dans les zones urbaines où elles peuvent trouver des sources de nourriture et des abris. Avec la croissance urbaine, nous sommes donc obligés de cohabiter avec elles. La ville, en s'étendant,
piège des animaux qui deviennent nos futurs nuisibles. Le rat, par exemple, est une espèce qui s'adapte très vite aux nouvelles situations. En périphérie des villes, dans les endroits en cours d'urbanisation, ce sont des zones qui sont en attente et qui sont donc extrêmement favorables au développement des populations nuisibles, comme les rats. Parfois, lorsqu'il y a des travaux dans certaines parties de la ville, les animaux vivant sur place sont délogés et sortent en plein jour, ce qui peut donner la fausse impression qu'il y en a plus par endroit. Ensuite vient le changement climatique qui peut modifier les zones de répartition géographique des nuisibles, les incitant à migrer vers de nouveaux endroits où les conditions climatiques sont plus favorables à leur survie. On le voit notamment avec les moustiques. Enfin, il y a le comportement des humains. La mauvaise gestion des déchets, l'accumulation de détritus et la disponibilité de la nourriture dans les poubelles attirent ces animaux en ville, créant ainsi un environnement propice à leur prolifération. Dans la ville, il y a une grande diversité d'environnements différents, donc une grande diversité d'animaux qui peuvent s'adapter à ce milieu. La ville représente une source d'agression pour eux, car l'être humain cherche aussi à éradiquer les nuisibles. Ceux qui survivent sont donc les plus opportunistes et ceux qui s'adaptent le plus rapidement. Cet opportunisme conduit souvent à ce que ces animaux soient dépendants de nous pour survivre, étant donné notre forte présence en ville, contribuant à leur créer cette mauvaise réputation, car ils viennent nous embêter dans notre quotidien si paisible. Mais les nuisibles sont aussi bénéfiques pour nous les humains et la biodiversité. Manger les déchets est un rôle attribué aux animaux urbains depuis la nuit des temps. Avant, il n'y avait pas de traitement des déchets. La majorité des animaux avaient un rôle d'épurateur. Les rats en sont l'exemple parfait. Ils mangent 25 grammes de déchets par jour. Chacun d'entre eux nous débarrasse donc de 9 kg de déchets au cours de sa vie. Il est important de comprendre que leur classification en tant que nuisibles ne signifie pas nécessairement qu'ils sont méchants, mais plutôt qu'ils posent des défis pour la gestion urbaine. Douchka Marchovic, délégué auprès du maire du 18e arrondissement de Paris, chargé de la condition animale, avait d'ailleurs appelé début juillet 2022 à ne plus parler de rats pour les rats bruns présents en ville, mais de surmulots, un terme qui est beaucoup moins connoté négativement. Autre exemple, les cafards sont aussi une source de nourriture pour d'autres espèces comme les lézards, les hérissons ou les souris. Supprimer leur existence, c'est donc retirer à ces animaux une partie de leur alimentation. Au contraire, certains animaux qui nous semblent adorables peuvent parfois être dangereux. Les chiens peuvent ainsi transmettre des maladies infectieuses et peuvent mordre. Des problèmes bien plus fréquents de nos jours que les morsures ou les maladies transmises par le rat. Par ailleurs, les déjections des chiens provoquent des accidents et pour les nettoyer, cela coûte assez cher. Il faut arrêter de classer les espèces d'un point de vue anthropocentrique. Elles ont toutes leur place. L'approche de la nuisance peut être très subjective. Si l'on se réfère à la notion d'équilibre, chaque espèce peut devenir nuisible. L'humain n'est-il pas lui-même nuisible pour tout un tas d'animaux ? Nous avons une vision utilitaire de la biodiversité qui classe les espèces nuisibles en fonction des dommages qu'elles lui causent, si elles sont utiles ou non. Si cela rentre dans toutes ces cases, cela donne un droit à la destruction de ces animaux. Tout ceci montre que la notion de nuisible n'est pas donnée, mais elle est construite socialement. Nous faisons un tri entre les animaux. D'autant plus que les nuisances des nuisibles sont ressenties et tolérées de façon inégale en fonction des individus et des groupes. Pour certains, il faut absolument s'en débarrasser, alors que pour d'autres, cela ne les dérange pas. Les nouveaux arrivants dans une région peuvent par exemple être gênés par la présence de moustiques, alors que ceux qui y sont depuis leur enfance y sont habitués depuis bien longtemps. Chacun possède son seuil de tolérance lié à son histoire personnelle. Cette tolérance dépend aussi de la classe sociale. Lorsqu'on a les moyens de s'en débarrasser, les nuisibles nous posent moins de problèmes. Ainsi, des conditions d'habitat dégradées peuvent favoriser certains nuisibles. C'est notamment le cas des blattes qui apprécient les habitats insalubres. Elles sont un très bon indicateur de la qualité de l'habitat, un insecte qui utilise le mal-être social. Une fois qu'on est infesté, cela peut être très compliqué pour les populations les plus fragiles pour s'en débarrasser, car cela coûte très cher. Par exemple, pour les punaises de lit, cela peut coûter entre 900 et 1200 €. Et évidemment, ce n'est pris en charge par aucune assurance habitation.
Les punaises de lit ne font pas la différence entre les pauvres et les riches. Elles s'attaquent à tout le monde. Un niveau social élevé n'est pas un gage de non-contamination. C'est même plutôt le contraire. Les plus riches ont plus tendance à en avoir car ils voyagent plus, donc ils ont plus de chances d'être infectés. Mais pour les pauvres, c'est plus compliqué de s'en débarrasser car comme on l'a vu, cela coûte très cher. Alors on utilise des produits pas chers qui ne vont pas marcher ou qui vont nous intoxiquer. Parfois même, on ne le dit pas car on en a honte. La puissance publique doit s'occuper de cette problématique lorsqu'on n'en a pas les moyens, pour avoir des traitements efficaces et éviter que ces insectes ne se glissent d'un appartement à un autre. Il n'y a pas si longtemps, la plupart des nuisibles étaient promis à la destruction. Aujourd'hui, on tente plutôt de réguler ces animaux, déjà parce que nos ressentis et nos connaissances sur les nuisibles, que l'on pensait inutiles, ont évolué, mais aussi car les produits chimiques utilisés auparavant, comme le DDT, avaient beaucoup d'impact sur la biodiversité. Nous sommes donc à la recherche d'un nouvel équilibre entre les bienfaits et les dégâts des animaux des villes. De toute façon, la plupart des nuisibles se sont adaptés à nos environnements urbains. Il sera impossible de les éliminer car ils dépendent du fait que nous vivons tous ensemble dans des endroits très denses. Nous devons uniquement adopter certaines pratiques ou habitudes pour moins les voir dans les endroits où ils n'ont pas leur place. C'est-à-dire chercher à les réguler et non à les éliminer. La première chose à faire, c'est de la prévention sur les causes de leur propagation. Mieux connaître ces espèces permet de savoir comment réagir quand on les croise et éviter leurs effets négatifs. Par exemple, dans le cas des punaises de lit, on a oublié leur existence jusqu'à très récemment. Une forme de savoir-faire a disparu pour les reconnaître et éviter d'en avoir. On ne voit pas les signes de leur présence, ce qui favorise leur propagation. Ensuite, il faut améliorer la propreté de nos villes. La plupart des nuisibles se nourrissent de nos déchets. Il faut donc éviter d'en laisser traîner partout. Cette consigne est valable pour la rue, en nettoyant la voirie, les parcs, les jardins, mais aussi les cages d'escalier où se trouvent les poubelles jusqu'à l'intérieur des appartements. Les propriétaires, peu enclins à entretenir leur logement, doivent être sanctionnés pour éviter d'être des nids à nuisibles. Revoir notre rapport aux déchets est essentiel. Par exemple, il ne faut pas nourrir les pigeons, car en même temps, vous attirez les rats qui arrivent après. Nous devons également repenser la ville pour limiter leur propagation. Par exemple, éviter de construire des immeubles qui ont des formes de perchoirs pour les oiseaux. Les toits plats et les cheminées sont leurs meilleurs lieux de nidification. Ou encore, nous devons revoir l'isolation des immeubles par rapport à la voirie pour rendre la pénétration des nuisibles dans les logements plus difficile. Quant aux moustiques, il suffit de limiter au maximum les points d'eau où ils pondent leurs œufs pour limiter leur présence. C'est pour ça qu'il est important de localiser les endroits où se trouvent les nuisibles pour les traiter en priorité en effectuant des diagnostics. Dans le cas des punaises de lit, les chiens peuvent aider à détecter leur présence pour éviter de dépenser des milliers d'euros de produits dans toute la maison pour rien. Enfin, pour réguler les nuisibles, il faut privilégier les méthodes qui ne sont pas négatives pour l'environnement. Par exemple, la stérilisation des œufs de pigeons. Les insecticides tuent un peu et déplacent beaucoup les punaises de lit tout en tuant les autres insectes. Des mesures mécaniques et non chimiques peuvent être très utiles contre les punaises de lit. Elles meurent instantanément à plus de 60 degrés ou au bout de plusieurs heures par moins 20 degrés. Il ne faut donc pas hésiter à passer un coup de fer à repasser sur les matelas plutôt que de les jeter, ou encore utiliser un appareil à vapeur sèche à haute température. Et lorsqu'il faut utiliser un produit chimique, privilégiez plutôt les biodégradables. Toutes ces mesures peuvent contribuer à réduire les problèmes liés aux nuisibles, tout en préservant l'équilibre écologique en ville. L'élimination des nuisibles a un coût pour la société très important. La ville de Paris, par exemple, mène 7000 dératisations par an. Rien que pour les punaises de lit, cela représente au total plus de 380 millions d'euros par an, dont 230 millions d'euros pour s'en débarrasser, 83 millions d'euros en coûts sanitaires, notamment pour les arrêts maladie, et 69 millions d'euros de coûts indirects sur la qualité de vie. Ceci nous amène à nous interroger sur qui paye la facture à la fin. Quand c'est dans l'espace public, ce sont les collectivités territoriales, donc nous à travers nos impôts. Si les nuisibles sont à l'intérieur de l'appartement, c'est au propriétaire de s'en occuper. Il est tenu par la loi de s'en débarrasser et de payer. Dans le cas d'une location,
Le propriétaire doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de souris, de punaises de lit ou de cafards dans l'appartement. Mais dans tous les cas, pour que le locataire paye, il faut que le propriétaire prouve que c'est le locataire qui a introduit le nuisible ou que c'est lié à un mauvais entretien. Dans les faits, cette causalité est difficile à prouver, car pour trouver l'origine des nuisibles, c'est assez compliqué. Mais souvent, les locataires se retrouvent parfois obligés de payer, car quand on a des nuisibles, on a envie de vite s'en débarrasser, ce qui est assez compréhensible. Et en cas de refus d'un propriétaire pour l'obliger à intervenir, c'est souvent beaucoup de papier et de temps, ce qui donne pas très envie et on veut rapidement payer si on en a les moyens. Par ailleurs, il peut arriver, notamment avec les punaises de lit, d'avoir honte de leur présence. Et donc on paye alors que c'est au propriétaire de le faire. Enfin, si les nuisibles sont uniquement dans les parties privées, le syndic a un devoir d'information. Mais s'ils sont dans les parties communes, il doit alors s'en occuper. Les propriétaires ont la charge exclusive des frais de désinsectisation et de dératisation. La représentation de la ville idéale s'est construite contre la nature et le sauvage sur le modèle d'une forteresse. En fin de compte, il est essentiel de comprendre que les nuisibles en ville ne sont pas simplement des créatures méchantes, mais des animaux qui tentent de survivre dans un environnement hostile modifié par l'homme. Nous pouvons coexister avec eux en adoptant des pratiques de gestion intelligentes, en sensibilisant le public et en comprenant leur comportement. Cette vidéo a donné un aperçu détaillé de ces nuisibles urbains et des défis auxquels nous sommes confrontés. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, de donner un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs contenus passionnants. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine!